Bonjour. Bonjour docteur. Euh, أعمل لها unmute بس. Voilà. Ok. Bonjour docteur. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on entend très bien. D'accord. Euh, oui, ok. Par contre, Euh, je n'arrive plus à voir la galerie. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, voilà, ça y est. C'est la galerie. Voilà. Non, toujours pas. Bon, bah écoutez. on écoute très bien. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier de nous avoir rejoints à la conférence. Et c'est un honneur pour nous. آه، اوكي رح اعرف عن بروفيسور صوفي دوميجولا رح اعرف عنها بروفيسور صوفي دوميجولا est une philosophe et psychanalyste française professeure émérite et directrice de recherche à l'université Paris Diderot présidente et cofondatrice de l'association internationale Interaction de la psychanalyse ADIP. Elle est également l'auteur de nombreux ouvrages qui mettent en interaction la psychanalyse et les divers champs des sciences de l'homme. Je cite quelques-uns. Plaisir de penser, penser la psychose, besoin de savoir. Euh, Professeur Sophie, nous sommes prêts si vous l'êtes. Je peux commencer? Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité donc alors à Beyrouth, de loin malheureusement, dans cette ville que je connais bien et que j'aime beaucoup. Et je voudrais tout d'abord, en mémoire, saluer la mémoire de Mounir Chamoun, qui était un ami très cher. Et donc, Bien sûr. je vais répondre à votre invitation sur une réflexion en commun sur le monde de demain, qui est évidemment, je dirais, malheureusement une question particulièrement brûlante. Donc, cette question peut être interprétée de multiples manières, mais on peut considérer qu'elle est tout d'abord la plainte d'un sujet qui n'est plus confiant dans le fait que demain ressemblera à hier et sera même peut-être meilleur puisque l'expérience du présent aurait pu être mise au service du futur. Alors, les progrès de la médecine scientifique, les rêves devenus partiellement réalité au sujet de ce qu'on appelle l'homme augmenté, ont pu effectivement allonger globalement la durée de vie, au moins en Occident, mais ils n'ont pas pu, par exemple, s'opposer à la pandémie. La mondialisation, l'interconnexion entre les pays a pu faire croire que la guerre commerciale s'était en partie substituée à la guerre réelle. Il n'en est rien et les tanks et les missiles sont ressortis. Je dirais qu'au Liban, malheureusement, ils ne sont jamais très loin. Là, ils sont ressortis au sein même de l'Europe. L'information est devenue plus rapide, plus facile, ce qui a pu faire croire à une meilleure connaissance des situations. On a vu qu'il n'en était rien et que les vérités dites alternatives minent la confiance que nous pouvons accorder à notre capacité de penser les situations. Alors, face au danger, l'individu découvre subitement qu'il est seul. Et la peur lui fait désirer se rapprocher d'un autre. Ce qu'il revendiquait comme sa liberté et son indépendance vont céder devant le retour d'un besoin de protection qu'il ne considérait pas indispensable auparavant. Donc c'est essentiellement de ça dont je vais vous parler. On a vu par exemple avec la crise du Covid et le confinement, les liens familiaux se resserrer ou en tous les cas tenter de le faire avec des réactions parfois explosives parce que la structure régulatrice patriarcale n'y était plus. L'angoisse écologique fait envisager aujourd'hui à plus d'un la protection d'un retour à la campagne, femmes et hommes télétravaillant à la maison.
Edgar Morin, que vous connaissez bien certainement, dans sa sagesse optimiste, considère que le désordre et les incertitudes d'une crise peuvent permettre le déblocage de nouvelles ressources. Il les voit à divers niveaux, des innovations techniques, juridiques ou philosophiques, mais aussi les solutions mythiques, imaginaires, utopiques, qui permettent aux idéaux de s'exprimer. En réalité, les crises n'ont pas le temps de mûrir, car l'une s'additionne à l'autre. À peine avions-nous commencé à retirer nos masques et à revivre en partie comme avant, à profiter, comme dit l'expression, qu'une autre crise politique, celle-là, a explosé en Europe après avoir couvé pendant plus de 20 ans. Avoir pu passer de la guerre économique à celle des bombes, de la guerre froide à la guerre chaude, celle qui brûle, qui dévaste, a sidéré l'opinion, au point qu'il lui a fallu affirmer que cette folie ne dépendait que d'un autocrate, en toute ignorance de la causalité historique et géopolitique. Haine et mépris de part et d'autre entre des individus qui ont pourtant partagé le même pays, qui souvent ont les mêmes ancêtres et en partie la même langue. La régulation n'a pas pu se faire et l'interdépendance économique a affecté des pays bien au-delà du lieu de la guerre, en y joignant la crainte qu'elle ne s'étende plus loin. On est donc entré en réalité dans ce que Morin considère comme étant la seconde phase de la crise, soit l'incertitude. En temps normal, on peut prédire les conséquences des actions et des événements. En temps de crise, il y a une précipitation de l'action jointe à une désinformation, voire à une information fausse à des fins de propagande. L'incertitude va cependant provoquer l'idéalisation du leader et la diabolisation de l'ennemi, car toutes les deux constituent en fait une stabilité lorsque tout se désagrège. C'est un risque majeur qui va renforcer le conflit parce qu'il ne laisse plus de place à la réflexion. La loyauté va prendre la place du discernement et va contribuer à bloquer le processus. Je ne vais donc pas répondre à la question demain, de quoi demain sera fait. Je vais plutôt exprimer mon inquiétude quant au fait que demain ne soit fait de la recherche d'un ordre politique qui serait en capacité de s'opposer au désordre économique que nous vivons depuis des décennies, tel qu'il s'est en fait fondé sur les mécanismes de l'ultralibéralisme. Ceux de ma génération qui ont vécu mai 68 en France, en Europe, et la période qu'on a appelée la parenthèse enchantée, n'avaient certainement pas prévu l'époque actuelle et leurs certitudes d'alors se sont très largement effondrées. À l'opposé, ailleurs, l'ordre moral violent a exprimé le rejet des valeurs de l'Occident. Ce n'est pas une fiction quand on lit que la description des règles du nouvel État islamique de Kaboul qui a pris le pouvoir il y a moins d'un an, comme le rappelle Bruno Philippe, ancien journaliste au Monde, couvre en réalité les moindres aspects de la vie quotidienne. Je cite cet article du Monde que m'avait frappé quand je l'ai découvert. Il s'agit donc de l'interdiction aux femmes d'aller étudier et travailler, l'interdiction de ne pas aller à la mosquée, l'interdiction de se raser la barbe, l'interdiction de regarder des films, l'interdiction de jouer aux échecs, interdiction aux enfants de jouer au cerf-volant. Même les ours en peluche sont bannis. Toute représentation, même animale, contrevient en effet aux lois coraniques. Dans les ministères abandonnés, des téléviseurs fracassés ont été plantés sur les grilles. Des centaines de mètres de bandes magnétiques récupérées sur des cassettes de musique ou de vidéos pendent autour, pitoyable ornement des symboles de l'Occident honni.
voir des films, écouter de la musique est haram, interdit. Pour ne rien dire, bien sûr, des violences physiques, des exécutions, des couples illégitimes lapidés. L'ordre intégriste règne donc, mais si chacun se soumet, il ne devrait pas y avoir de problème, le tout étant de l'accepter. Et on pourrait décrire beaucoup d'autres situations analogues et dans beaucoup d'autres lieux. Cependant, comme il nous est demandé de prédire et donc en fait d'imaginer, je vais vous parler maintenant d'un monde imaginaire qui est en fait pétri de réalité comme celle d'aujourd'hui nous le montre. Et je ferai appel pour ça aux anticipations de George Orwell, le romancier que vous connaissez certainement, dans son roman 1984, et aussi aux anticipations d'un écrivain russe que vous connaissez probablement pas, il est peu lu, mais qui l'a beaucoup inspiré et qui le précède. Il s'appelle Eugène Zamiatine. Ils ont écrit l'un et l'autre des dystopies politiques qui répondent, et ils vont le faire donc à ma place, de quoi demain sera fait. Le narrateur de ces récits, car il s'agit de romans ou de films, est un sujet qui ne connaît le monde d'avant la dictature que par ouï-dire et qui en a évidemment une image très négative en ce qu'il apparaît privé, et ce qui lui apparaît en tous les cas, privé de l'ordre rationnel dans lequel lui-même se félicite de vivre. La dystopie politique est différente de la contre-utopie en ce qu'elle ne décrit pas, comme cette dernière, un monde de violence et de désorganisation. Il s'agit à l'inverse d'un univers extrêmement policé et bien organisé, auquel le narrateur commence par participer, avant de s'éveiller à la constatation que ce monde idéal est en fait une tromperie. La dystopie est donc avant tout une mise en garde contre le danger que représente l'utopie. On pourrait dire que l'utopie est trop belle pour être vraie, ce dont on risque de ne s'aviser que quand il sera trop tard. La dystopie occupe de ce fait une place historique en ce qu'elle souligne l'écart entre l'idéal révolutionnaire et la réalité politique à laquelle il a donné naissance. Et donc, en particulier, dans les textes que je vais évoquer, avec la déception issue des suites de la révolution bolchevique. Mais la dystopie est par essence aporétique. Elle ne peut dire à quel moment la réalisation souhaitée s'est mue en un cauchemar bien pire que ce qu'elle avait eu pour but de transformer. Y a-t-il eu un excès d'optimisme, une confiance trop naïve, un enthousiasme qui aurait caché les écueils? Du point de vue psychanalytique, nous connaissons très bien d'où vient chez l'individu cet excès d'idéal et quel refoulement il contient. Ce sont eux qui vont finalement engendrer la violence, apparemment non voulue, mais pourtant inévitable pour parvenir au but souhaité. Le vœu de remplacer la liberté, qui est toujours suspecte de ne servir que les intérêts individuels, par une organisation obsessionnelle cruelle dans ses conséquences et sans faille dans ses intentions, est au cœur du politique et de l'efficacité qu'il vise. Je vais donc maintenant vous décrire donc, la manière dont des auteurs comme Zamiatine, Huxley aussi, que vous connaissez certainement, c'est l'auteur de Best New World, et surtout Orwell, 1984, donc, ont écrit la dystopie politique, telle que le premier l'avait en fait vécue en Russie, et telle que les autres l'inventaient à titre préventif.
Cette description constitue un état de fait et j'analyserai ensuite la manière dont on peut expliquer comment cet état de fait s'est produit. Alors, tout d'abord, je voudrais vous montrer la séquence qui existe entre Zamyatin et Orwell. Zamyatin est un auteur russe qui est né en 1884. Il a fait ses études à Saint-Pétersbourg. Il a été un bolchevique de la première heure, mais anti-stalinien. Il sera finalement incarcéré 2 fois dans la même prison, d'abord par le régime tsariste et ensuite par le régime soviétique. C'est un écrivain célèbre dans les années 1920 en Russie et il fustigeait l'asservissement des auteurs au régime socialiste. Il est mort à Paris en 1937 où il avait émigré. Il a alors été oublié alors qu'il a directement inspiré des auteurs très connus, beaucoup plus connus que lui, comme Huxley, Le meilleur des mondes, et surtout donc Orwell, 1984. Il est intéressant de se souvenir que nous lisons aujourd'hui ces textes alors que notre époque a déjà dépassé les périodes qu'ils anticipaient. Winston, le héros de 1984, le note, je cite, « Où l'avenir ressemblerait au présent, et on ne l'écouterait pas, où il serait différent, et son enseignement dans ce cas n'aurait aucun sens. » Ce qui dit finalement toute la difficulté justement d'anticiper l'avenir. On voit ainsi que la dystopie politique n'anticipe pas l'avenir, qu'elle invente à partir du présent. Elle n'a pas de valeur prédictive, car l'asservissement d'aujourd'hui n'est jamais exactement celui qu'il décrivait. Cette constatation va dans le sens de la thèse de Zamyatin, que la littérature ne peut être mise au service d'une cause, ni pour la louer, ni d'ailleurs pour s'y opposer. La littérature est avant tout libre d'inventer, et il n'y a pas lieu de s'étonner si cette invention ne décrit ni n'anticipe la réalité historique et politique. L'angle d'approche de Zamyatin et Orwell est difficilement séparable de la déception vis-à-vis de la révolution qui a mal tourné, pourrait-on dire, en engendrant des dictatures pires que celles qu'elle voulait détruire, notamment en Russie et en Chine. L'élément principal de la vie internationale aujourd'hui, comme d'ailleurs du temps de Zamyatin et Orwell, soit l'économie et la guerre permanente qu'elle comporte, est présent comme une évidence acquise. On voit bien la puissance et sa force destructrice, mais on ne sait rien de ses fondements. Toutefois, même s'il s'agit d'épiphénomènes vis-à-vis de causes profondes jamais évoquées, il y a des descriptions qui nous parlent. La plus flagrante étant celle de la manipulation des consciences jointe à la terreur policière. Nous pouvons bien sûr pas raconter les 2 romans évoqués. Alors, celui de Zamyatin s'intitule Nous deux et celui d'Orwell 1984. Je vais simplement en évoquer quelques aspects qui me semblent majeurs. Et je rappellerai avant que la vie des 2 auteurs, donc Zamyatin et Orwell, ont été très différentes. Zamyatin était un dandy contestataire, Orwell un révolté qui, après des études à Eton et une brève carrière coloniale, décide de vivre de sa plume et devient un clochard à Paris. Il s'engage dans la guerre d'Espagne, il est profondément dégoûté par le totalitarisme stalinien. Les porte-paroles de ces 2 auteurs sont aussi très différents. Le héros de Zamyatin est un rouage du système. Celui d'Orwell, qui s'appelle Winston, écrit son journal en le sachant illégal, mais dans un monde où il n'y a plus de loi. Il n'empêche que ce qu'il fait est en permanence un crime par la pensée, l'expression de lui,
que le nouveau langage, langue socle, anglais socialiste, devrait pourtant rendre impossible. Il donne du totalitarisme une analyse fine et profonde qui va beaucoup plus loin que celle de Zamiatine. Et je vais le citer par exemple, la formule suivante: celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Ou encore, persuader consciemment l'inconscient, puis devenir ensuite inconscient de l'acte d'hypnose qu'on vient de perpétrer. Il faut donc en fait, en permanence, et il le montre dans le roman, remettre à jour le passé pour qu'il serve le présent. Zamiatine, lui, décrit davantage un état de fait statique. Et ça, peut-être parce qu'ils n'écrivent pas à la même période, donc la sensibilité est différente. Alors, voici les grandes lignes de ce que Zamiatine nous décrit dans son livre. La liberté est un crime, parce que la liberté et le crime sont en fait intimement liés, dit-il, comme le mouvement d'un avion et sa vitesse. Si la vitesse de l'avion est nulle, il reste immobile. Si la liberté de l'homme est nulle, il ne commet pas de crime. La liberté du monde d'avant est en fait l'état sauvage, qui a été dépassé grâce à la raison fondée sur les mathématiques. Ceux qui se refusent au progrès, il convient de les y contraindre pour leur bien et pour celui de la communauté. La liberté d'avant, c'est l'inorganisation qui a précédé la civilisation. Vouloir s'opposer au nouvel ordre criminel, il est fondé sur le grand organisateur, c'est un personnage qui est évoqué en permanence, mais qui n'est pas décrit, qui est en fait un personnage occulte. Cette opposition entre l'ordre parfait et le désordre ensauvagé va se retrouver partout. Par exemple, la danse est louée, elle est considérée comme positive parce que c'est un mouvement étudié et contraint. La logique est redéfinie. Orwell, lui, ira plus loin dans la description avec les 3 slogans du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. Et l'ignorance, c'est la force. Zamiatine souligne beaucoup juste ce qu'il en est de la sexualité, parce qu'il y a en fait, en réalité, encore forcément des facteurs de trouble, et par exemple la séduction sexuelle. Le héros de Zamiatine note, à propos d'une femme qui lui plaît, « Cette femme agissait sur moi aussi désagréablement qu'une quantité irrationnelle et irréductible dans une équation. » Bref, le trouble sexuel est d'abord un trouble, quelque chose qui dérange. Heureusement, la sexualité est bien gérée grâce à un système de petits cartons de rendez-vous sur un carnet rose à souche. Le héros commente: ce qui pour les anciens était une source inépuisable de tragédies ineptes, l'amour donc, a été transformé par nous en une fonction harmonieuse et agréablement utile. Autre élément qui revient tout le temps, je dirais, c'est la question du bonheur mathématique. Le bonheur mathématique se confond avec l'idée de Dieu et avec le sentiment d'unicité du groupe. Le héros de Zamiatine parle des visages non obscurcis par la démence des pensées, où tout semble fait d'une seule matière, lumineuse et souriante. Semblable au Don Giovanni de Mozart, le héros note: il n'est rien de plus heureux que les chiffres qui vivent sous les lois éternelles et ordonnées de la table de multiplication. Jamais d'hésitation ni d'erreur. Cette vérité est unique et le vrai chemin vers celle-ci est également unique. La vérité est 4, le vrai chemin est 2 fois 2.
Dans le monde nouveau, les rêves sont considérés comme une pathologie mentale. La création artistique se fait à grande échelle grâce à des appareils fondés sur les mathématiques qui peuvent par exemple produire 3 nouvelles sonates par heure. La lyre des poètes, nous dit Zamiatine, c'est le frottement matinal des brosses à dents électriques. C'est le crépitement de tonnerre des étincelles dans la machine à broyer les contestataires du bienfaiteur. C'est l'écho grandiose de l'hymne à l'état unique. Alors, on pourrait penser que c'est terrifiant, que les gens sont malheureux, mais ce n'est pas le cas. Et Zamiatine nous parle au contraire beaucoup de la joie de se soumettre. Il nous dit le nous, donc, est divin. Il rend humble et fort à la fois. L'éthique est un système scientifique fondé sur des opérations mathématiques et Dieu est le garant de l'ordre mathématique. Les anciens servaient un Dieu inconnu et absurde, le Dieu des religions, tandis que Dieu a donné la liberté absolue. Il ne s'est pas sacrifié pour l'humanité. À l'inverse, l'humanité apporte à Dieu, c'est-à-dire l'état unique, un sacrifice paisible, réfléchi et raisonnable. Le héros de Zamiatine revoit la Genèse dans les termes suivants. Les deux habitants du paradis, Adam et Ève, donc, se virent proposer le choix. Le bonheur sans liberté ou la liberté sans bonheur. Pas d'autre solution. Ces idiots-là, ils ont choisi la liberté. Et naturellement, ils ont soupiré après des chaînes pendant des siècles. Voilà en quoi consistait la misère humaine. On aspirait aux chaînes. J'en viens maintenant, à partir de ces deux exemples, à une interrogation plus générale sur les dystopies politiques. Et là, je me rapprocherai donc davantage de la psychanalyse. Mon propos pourrait s'intituler ainsi « Idéologie et Weltanschauung », c'est-à-dire vision du monde, au cœur des utopies et des dystopies politiques. L'idéologie, comme croyance en des idées supposées parfaites, peut être apparentée à la Weltanschauung, que Freud définit ainsi, je le cite, « une construction intellectuelle qui résout de façon homogène tous les problèmes de notre existence, à partir d'une hypothèse qui commande le tout, où, par conséquent, aucun problème ne reste ouvert, et où tout ce à quoi nous nous intéressons trouve sa place déterminée. » Fin de citation. Alors, c'est dans les nouvelles conférences, c'est très exactement dans la 35e des nouvelles conférences, et donc un texte qui est paru en 1933. Alors, résumons donc les avantages de l'idéologie et de la Weltanschauung. Tout d'abord, la simplicité. Il y a une seule hypothèse. Ensuite, la rigueur, résolution homogène des problèmes. Ensuite, la certitude, rien ne reste à l'extérieur. Et enfin, l'ordre, la détermination pyramidale et les emplacements prédéterminés. Alors, parce que la caractéristique fondamentale de la Weltanschauung est de ne rien laisser à l'extérieur, on est dans la définition même de ce qui fait qu'un système est totalitaire. L'organisation implique tout d'abord un espace clos, hétérogène à ce qui l'entoure, et le cas échéant interdit d'accès à l'étranger, comme peut l'être un lieu consacré. C'est nécessaire parce que chaque partie du lieu ainsi défini doit accueillir un individu, lequel se trouve alors à sa place. L'intérêt, c'est qu'il peut être repéré, contrôlé, il n'est plus un élément mobile inassignable, mais un rouage utile, mesurable à l'intérieur d'un quadrillage. Il en est de même au niveau de la pensée.
Et Freud de constater: il nous est aisé de comprendre que la possession d'une telle Weltanschauung fait partie des désirs idéaux des hommes. Alors pourquoi? Parce que si l'on y croit, on peut se sentir assuré dans la vie. On peut savoir ce vers quoi on doit tendre, on peut savoir comment placer de la façon la plus appropriée ses affects et ses intérêts. De fait, l'idéologie commence lorsque le besoin de savoir se soumet au besoin de croire. On a coutume de relier le terme fanatique au sacré par le passage de la notion de fanum en latin, qui veut dire le temple, mais en fait le fanatisme n'est pas l'apanage du religieux. Et cette dimension passionnelle concerne tout aussi bien la pensée théorique ou l'idéologie politique, et le plus souvent, il mêle les trois à la fois. Alors, qu'est-ce que c'est que le fanatique? Eh bien, là encore, il faut retourner à l'étymologie. Ça vient d'un verbe latin fort qui signifie dire. Le fanatique, c'est d'abord celui qui parle, ou plutôt qui est traversé par une parole qui vient d'ailleurs. D'où le fait qu'il divague et qu'il prophétise. Il faut un individu fanatique, donc traversé par une parole qui le transcende, pour constituer autour de lui un groupe fanatique, lequel va chercher par identification à vivre la même expérience. Devenant à leur tour héros ou martyrs, les membres du groupe rédupliquent l'idéal, qui reste toujours à distance, et le constituent à leur tour par leur imitation, comme un vecteur pour les autres. Arriver à comprendre ce besoin de l'individu de s'auto-transcender par une violence qui le traverse, mais qui n'est pas dépendante de son propre fond pulsionnel, est nécessaire si on veut éviter l'ordre totalitaire. Alors, je vais vous parler donc maintenant du besoin de symbiose et d'harmonie sur lequel tout ça repose. Le fanatique va gagner des adeptes en jouant sur le besoin de symbiose. Le propre de la violence fanatique, en effet, c'est de s'appuyer sur le groupe qui offre à chacun le sentiment de pouvoir communier dans les mêmes certitudes et donc de pouvoir s'abandonner à un chef qui prend sur lui la responsabilité de la certitude. La violence idéologique devient un besoin lorsqu'on est passé d'un monde organisé de manière traditionnelle, où chacun avait une place prédéterminée, d'où il était impossible de bouger, à une société fondée sur l'individualisme. L'individualisme, en effet, n'est pas forcément facile à supporter. Il génère ce que le psychanalyste Erich Fromm nommait une liberté négative. Et il disait que tout un chacun dans sa vie amoureuse continue de rechercher ce qu'il nomme la chaleur de la nuit pré-individuelle. Or, il en peut en être de même au niveau groupal, lorsque le sujet ne peut plus se définir qu'en fonction du groupe auquel il appartient. Cette régression est dangereuse, elle témoigne d'une carence de l'image de soi telle qu'elle aurait dû se construire dans l'enfance. Il existe en effet pour l'enfant une expérience fondatrice qui consiste à trouver à l'intérieur de lui-même la révélation qu'il est bien lui et pas un autre. Ne pas avoir accès à cette évidence et devoir demeurer indéfiniment prisonnier du regard et du soutien de l'autre, lequel peut manquer. Pour savoir donc qui on est, c'est se condamner à ce qui fait, selon Erich Fromm, la base de l'aliénation idéologique, ce qu'il appelle l'essolement. Donc, le vocable seul, mais essolement, donc, qui devient à ce moment-là un nom.
Il n'y a pas de mystère dans la nostalgie de la soumission et dans le plaisir de s'abandonner à un autre ou à un groupe. Le sujet en attend la jouissance de l'unisson et l'assurance qu'il ne sera plus jamais seul. Cesser de s'appartenir, s'offrir jusqu'à la mort à Dieu ou au chef est le résultat d'un contrat où le sujet offre sa liberté en échange de la protection contre l'angoisse de solitude. Se débarrasser de soi-même et du fardeau de la liberté ne relève pas d'une dynamique masochiste, mais de l'angoisse d'abandon. C'est ce sur quoi repose l'éducation. C'est aussi ce qui fait de la soumission citoyenne, qu'elle s'attache à un chef autoritaire ou plus banalement au conformisme, tel que les médias le véhiculent et l'étayent. Le fanatisme actif va être relayé par un fanatisme passif, qui est tout aussi important que l'autre. Il se contente d'admirer et de tenter de se conformer à l'idéal. C'est ce conformisme qui forme les cohortes qui acclament les dictateurs, et il faut le différencier de la simple passivité consistant à s'accommoder d'une situation injuste par peur ou par intérêt, tout en conservant par-devers soi un vague dissentiment. Ce fanatisme, qui n'en a pas l'apparence habituelle, laquelle est plus tonitruante normalement, est basé sur la peur, mais une peur quasi-ontologique, que j'avais définie dans un livre qui s'intitule Au péril de l'ordre, comme une peur du mouvement, parce que le mouvement serait toujours suspect de pouvoir entraîner le chaos. Cette haine du mouvement traduit une angoisse existentielle qui permet de comprendre l'importance du recours à l'autorité pour assurer l'ordre. Alors, comment en arrive-t-on donc à cette auto-aliénation au chef et au système? Toute une conception de l'harmonie se dessine ici en fonction de l'idée que chacun doit occuper sa place et n'en pas bouger, dans un univers bien réglé, garanti par un principe organisateur. Ce qui est mis à distance, c'est l'informe, comme une séquence où une chose succéderait à une autre, la contient potentiellement, puis s'efface en elle. L'informe, donc, qui n'est pas le chaos, l'informe qui est la progressivité du changement. Mais dans ce cas, pour certains, l'absence d'ordre est ressentie comme une violence chaotique et pas comme une source intarissable de potentialité. Le conformiste est d'abord quelqu'un qui a peur, parce qu'il a trouvé en lui des potentialités incontrôlables, des potentialités pulsionnelles incontrôlables, et qu'il n'a pas rencontré une loi pour les canaliser, pour faire de lui un individu normal, ou pourrait-on dire normé. De ce fait, il vit dans la culpabilité, il a peur de la répression qui pourrait s'abattre sur lui si l'on savait. Aussi, il lui faut donner toujours plus de gages qu'il est bien comme il faut. La présence d'un chef admiré, image de perfection, mais aussi de camarades, le récit de leurs actes de courage et de leurs sacrifices va habiter son fantasme de régénération. Une régénération qu'il pense vivre lui-même, mais surtout qu'il est prêt à imposer aux autres. Peur de soi-même, sentiment de culpabilité, crainte du rejet et de la solitude, tout ça va constituer le fondement du conformisme, que l'idéologie soit de nature révolutionnaire ou conservatrice. Ces mécanismes individuels qui fondent l'autorité du groupe, car l'individu conformiste n'a pas besoin d'ordre pour être efficace. Il lui suffit d'avoir enregistré quelques principes de base
ou quelques attitudes stéréotypées, et d'en faire à son tour la norme qui lui permettra, le cas échéant, de s'instaurer en juge par rapport aux voisins, de le dénoncer à la police comme déviant. Il est cependant important de le différencier d'un phénomène passif qui s'apparente davantage au conformisme. Le fanatisme actif non seulement adopte l'idéologie, mais il la promeut par une action violente. Mais fanatisme passif et fanatisme actif sont finalement indissociables, même s'ils ne sont en général pas assumés par les mêmes personnes, ils se renforcent mutuellement. La supposée perfection du chef est donc l'axe autour duquel se construit la perfection du groupe. Il n'y a pas d'obligation extérieure d'adhérer, mais une nécessité qui est ressentie de l'intérieur, un processus d'aliénation dont il faut préciser le fonctionnement. Le chef est mené par une idée qui va constituer pour lui une force aliénante en ce qu'elle réduit toute distance entre lui-même et ses idéaux. Autrement dit, le chef, lui aussi, est aliéné par sa propre théorie. Il est devenu le serviteur de ses idées, qui sont en fait celles qu'un autre, parfois Dieu lui-même, lui a transmises et dont il devient le porte-parole. Pour ne pas être un paranoïaque solitaire, il faut qu'il convainque d'autres sujets de s'aliéner à lui, c'est-à-dire de se démettre de leur faculté critique à son profit et au profit de la cause qu'il sert et à laquelle il est lui-même aliéné. Dans ces deux cas, c'est d'une mise à mort de la pensée qu'il s'agit. Ce phénomène relève de ce que j'ai appelé des prothèses de certitude, telles que peut en fournir l'idéalisation passionnelle qu'elle s'effectue à l'égard d'un individu, d'un groupe ou d'une idée. L'aliéné utilise le chef comme un support de l'idéalisation à laquelle il a dû renoncer sous une forme directe. Et l'exaltation du pouvoir de l'autre sert son narcissisme sous une forme médiatisée. Il se produit cependant un télescopage entre le désir d'aliéner de l'un et le désir d'auto-aliénation des autres, au point qu'il est difficile de savoir lequel suscite l'autre. On sait que le désespoir collectif entraîne facilement un appel au Messie. Et il avait fallu une période de déréliction profonde, telle que l'Allemagne l'avait connue après la Première Guerre mondiale, pour générer la relation d'aliénation groupale qui va être ensuite réalisée par le nazisme. C'est toujours le passage des limites de l'un vers l'extension multiple qui est propre à animer ce type de mouvement fanatique. Ce n'est pas le contenu de l'idéologie donc qui fait le fanatique, actif ou passif, c'est le besoin de croire à des idées, de les partager à l'intérieur d'un groupe. La formation des idéologies va être pour sa part directement dépendante du mouvement et du moment historique et de la situation géographique où elle se forme et où elle se propage. Alors je dirais pour conclure que la dystopie politique nous ramène à la quête de perfection dans l'organisation de l'État, et que comme toute espèce de quête de ce type, elle signe l'action de la pulsion de mort sous la forme du travail anthropique de la purification de ses membres. La violence politique elle-même n'est pas l'expression de la pulsion de mort, contrairement à ce qu'on dit parfois, jusque y compris lorsqu'elle semble en adopter l'étendard en proclamant « Viva la muerte ». Bien au contraire, la violence politique est une force de vie qui s'exprime dans toute sa puissance, même si ça implique d'en supprimer un peu ou beaucoup au passage.
En revanche, la quête de pureté, qui est propre aussi bien aux religions qu'aux idéologies, est authentiquement un produit de la pulsion de mort, dont la logique serait de parvenir à un élément monadique clos sur lui-même. La terreur ainsi engendrée va devoir être interrompue par une réaction qui est généralement venue de l'extérieur, qui va réintroduire de l'autre, de la contradiction et partant de la vie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Merci. docteur. C'était lourd, mais très riche pour nous, les Libanais. Donc, je veux voir s'il y a des questions, 2 questions, 3 questions. Si vous avez du temps, docteur. Ok. La première question, vous ne pensez pas que l'excès de liberté peut nuire à l'équilibre psychique? C'est une question? Oui. D'accord. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'abord, je ne vois pas ce que serait un excès de liberté. La liberté n'est pas à confondre avec l'abandon. Si on se place, par exemple, mettons, dans l'éducation d'un enfant, lui apprendre la liberté, le laisser libre, c'est pas cesser de s'occuper de lui. C'est au contraire être très proche, dialoguer et l'aider à prendre conscience de ses sentiments et de ses désirs et aussi de la possibilité ou non de les réaliser. Donc pour moi, je ne vois pas ce que c'est qu'un excès de liberté. Ok. Je vais vous lire la question la plus posée au Liban. La révolution, selon vous, docteur, pourquoi la révolution n'a-t-elle pas réussi au Liban? Pourquoi? Pourquoi la révolution n'a-t-elle pas réussi au Liban, selon vous? Pourquoi il n'y a pas de changement au Liban? Écoutez, je pense que si je pouvais répondre à cette question, vous me nommeriez présidente de la République. Hein. Donc, je n'ai pas de réponse à cette question. J'en ai beaucoup parlé avec donc, mes amis libanais, Mounir Chamoun et d'autres. Et donc, il y avait 2 choses. Je crois il y a en effet, parce qu'il me disait, je pense que c'est qu'il parlait d'expérience, que la variation, à la fois au niveau des cultes et justement, ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure, rendait extrêmement difficile que l'équilibre fragile, donc, qui avait néanmoins été trouvé, hein, puisse subsister. Mais l'autre chose qu'il me disait, et je pense qu'il n'était pas le seul à le penser, c'était que la plupart des conflits qui s'étaient déclenchés, des guerres qui s'étaient menées au Liban, n'étaient pas en fait intra-libanaises, mais que c'était d'autres puissances qui se faisaient la guerre sur le terrain du Liban. Donc, je crois que si vous voulez, les malheurs et les destructions que le Liban a pu connaître, elles ne sont peut-être pas à imputer à la politique libanaise elle-même, qui s'arrangeait finalement pas si mal de ces équilibres. Elle était précisément, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'unité, elle est jamais donnée, elle est à chercher. Elle est à chercher et à rétablir. Mais à partir du moment où d'autres puissances s'en mêlent et des puissances qui ont effectivement, elles, des États autoritaires et une force démesurée, là, l'équilibre ne peut plus tenir. Malheureusement, ok. Docteur Sophie, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour le fait de
donner toute votre connaissance à nous. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci, merci beaucoup. Merci et surtout bonne chance. Merci. Bonne chance et bravo pour ce que vous faites. C'est très précieux et c'est la raison pour laquelle j'avais accepté vraiment sans hésiter de participer à votre colloque. Voilà. Merci, merci beaucoup. On remercie Dr. Houria pour le fait de vous connaître. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci. Au revoir. باي باي. يا جماعة نحن رح ناخد بريك وبنرجع نحن وياكم على الساعة 6 المساء مع دكتور سونيا شمعون. بنلتقى على 6 لكينا.